Donc, effectivement, le sujet ne sera pas sur autre chose, donc on va parler de Docker. Qui suit, j'ai commencé, ça marche. J'ai commencé jadis sur Access dans la première édition. C'est un peu une blague que je vous mets cette slide-là, mais ceux qui étaient là et où connaissent les personnes sur cette slide, venez me voir après, vous aurez de la bière. Plus sérieusement, moi je travaille chez Delve Labs, on fait des scanners automatiques de vulnérabilité avec des AI. On utilise donc Docker pour beaucoup de choses parce que toute notre infra est basée sur des microservices. Et donc, comme responsable de l'infrastructure, ça m'a amené à vraiment devoir pousser la sécurité et faire nous-mêmes de la sécurité de Docker. Donc, ce dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que je ne peux pas tout couvrir. Évidemment, vos services en production sont basés sur du code source dans Git. Je vous recommande de signer vos commits. Utilisez Docker Notary, qui est une façon de signer les transits de Docker, les images qu'il produit. Évidemment, encrypter votre registre, authentifier, etc. Je ne vais pas pouvoir parler de Vault, par exemple, pour la gestion des secrets. C'est une affaire vraiment intéressante à regarder, mais je n'ai pas le temps. Et l'orchestration, le déploiement aussi, c'est des choses vraiment beaucoup trop complexes pour le sujet du jour. Même chose pour ce qui est des... garder vos distributions que vous utilisez dans Docker, que ce soit Alpine, que ce soit Ubuntu, que ce soit peu importe. Si vous ne les mettez pas à jour, je ne peux pas beaucoup vous aider, mais il y a plein d'outils qui vous aident pour ça. Évidemment, tout le reste aussi, monitoring, alerting, les metrics, etc. Faites-le, mais c'est hors du propos. Ce dont on va essayer de couvrir les cas que je peux vous aider à faire défendre, c'est vraiment en production des containers, comment les bâtir, comment les amener jusqu'à la prod, puis qu'est-ce que vous pouvez réussir à mitiger comme problème. Donc, on va essayer de couvrir les dénis de service, les bugs pas connus du software, et idéalement le crypto, mais au sens de mitiger le problème, les escapes de containers, puis les escalations vers l'hôte ou la VM. Bon, la chose importante à savoir pour vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est que Docker est complètement basé sur ce que le kernel Linux offre. Ce n'est pas différent pour beaucoup de choses de LXC, de systemd, Nspawn, de d'autres choses alternatives. Ils utilisent tous les cgroups, les namespaces, les capabilities, etc., selon leur niveau de support. Mais en gros, c'est des wrappers user space vers des capacités noyaux. Si votre noyau est pété, votre Docker est pété. C'est la règle. Donc, je recommande à la base, avant de commencer vraiment à parler de Docker à nouveau, utiliser des patchs comme GR Security pour vraiment augmenter la dureté de votre noyau pour être sûr de ne pas vous faire défoncer une fois que votre container est quand même possiblement lui-même défoncé. Utiliser des solutions comme SLinux, AppArmor et autres solutions de restriction des chemins d'une application et des choses qu'il peut ouvrir, faire et comment. Ajuster vos limites de stack IP, les buffers, tout ça. Et activer vos upgrades automatiques, activer tout ce que vous avez comme option au niveau système et autres. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Docker, c'est un daemon. C'est un daemon qui roule en root, auquel, classiquement, quand vous l'installez, vous avez accès à travers un socket qui est dans var lib Docker. Si vous avez le droit d'écrire sur le socket, vous avez root sur la machine. Donc, à nouveau, vérifiez bien quel usager a accès au socket. Dans les nouvelles versions, depuis 1.10, il y a moyen de mettre des plugins d'autorisation. Il n'y en a pas encore beaucoup qui sont incroyables, mais ça commence à arriver. Donc, vous pourriez dire qu'il faudrait se loguer sur le daemon pour commencer à avoir des commandes puis contrôler les choses. Mais sinon, vraiment enregistrer que accès au daemon Docker, c'est root sur la machine parce que vous pouvez monter ETC dans un container et écrire comme vous voulez. Donc, c'est game over. Vous pouvez aussi rendre ça accessible par un port TLS. Ça dépend de votre stratégie de déploiement, mais moi, je le recommande moyen si vous pouvez l'éviter. Ça évite d'ouvrir un port de plus. À nouveau, lui-même, vous pouvez le mettre dans Linux et AppArmor pour s'assurer que votre Docker peut juste lire, par exemple, var lib Docker et ses images, des choses comme ça. Et exportez vos logs. Ce n'est pas juste sur la machine parce que c'est facile à effacer. On va parler des cgroups. C'est une façon des control groups, bref, c'est une façon de limiter les ressources d'un processus en termes de disque, de CPU, de mémoire, de plein de choses. Mais c'est vraiment de la limite de ressources, ce n'est pas un contrôle d'accès. Mais ça évite des DOS. Donc, ça ne vous empêchera pas de créer des devices, des choses comme ça, mais vraiment, ça vous permet de dire, voici tel arbre de processus, sous cette limite-là, ils ont par exemple juste le droit à 1 gig, puis après ça, ils ont juste le droit à un demi-gig, etc., et vraiment finement contrôler vos limites. Par exemple, vous pouvez dire, tel processus a le droit à
disons, classiquement, on dit 1024 shares de CPU pour une application normale, ben, tel autre, on en a seulement 512. Donc, vous pourriez dire, ben, on sait que mon tier applicatif roule beaucoup plus lourdement que mon proxy en avant. Ben, ça n'a pas de sens que le proxy en avant se mette à exécuter des choses beaucoup plus rapidement. Vous pourriez limiter ça comme ça. Ce n'est pas une mesure de sécurité comme telle, mais ça, évidemment, limite des dépassements ou des débalancements entre différents containers. Pareil pour la mémoire. Donc là, vous pourriez dire, mon container a le droit à 1 GB de RAM, parce que normalement, sur un container, vous voyez ce que la machine haute voit. Donc, vous auriez, par exemple, 16 GB de RAM si la VM a 16 GB. Là, vous pouvez dire, ben, ce container, il roule Nginx. Nginx, quand il dépasse 1 GB, c'est un peu bizarre. Tue-le, puis selon votre politique, repart-le ou laisse-le mort, lève un flag, peu importe. Même chose pour le swap. Il faut activer des options dans Grub pour ça. Il y a beaucoup de choses, parenthèse, il y a beaucoup de choses techniques dans les slides, elles vont être en ligne, donc prenez pas de notes comme des fous pour tous les flags, là, je fais le tour. Il y a la limite du kernel memory, donc combien de mémoire peut être utilisée par une application à l'intérieur du noyau. Et les limites aussi de out of memory killer du noyau. Vous pourriez dire, par exemple, ben, mon API central ne peut jamais se faire tuer parce que le reste va repartir, mais si lui meurt, mon application s'effondre. Vous pouvez limiter ça. Au niveau du disque, tout Docker est stocké dans Varlib Docker par défaut. Je vous recommande de le mettre sur un file system qui peut faire des snapshots, genre ZFS ou BTRFS. Ça vous permet vraiment de facilement taguer un déploie, revenir en arrière, faire des erreurs et ou des backups correctement. Au niveau du file system, dans un container, vous pouvez décider, par exemple, vous avez besoin de dev0, c'est un exemple idiot, mais vous pouvez dire, ben, je veux dev0 en read-only, tu ne peux pas écrire dessus, ce qui est logique. Vous pouvez dire aussi write, c'est dev nul ou un device disk. Vous pouvez dire M pour dire, vous pouvez le créer. Ça fait un cas bizarre, il y a quelqu'un qui doit avoir le droit à faire un code dans un container, c'est possible. Mais par défaut, limitez vos devices. Si vous avez besoin de rien, mettez rien. Montez vos volumes qui n'ont pas besoin d'être écrits en read-only. Vos configs files de Nginx n'ont pas de raison a priori d'être réécrites, à moins de faire du proxy dynamique, là, mais mettons un cas simple. Montez-les read-only, il n'y a pas de raison qu'elle se fasse réécrire. Vous pouvez mettre la version root avec l'option read-only aussi, donc votre root est complètement read-only. Et avec les TMPFS, vous pouvez contrôler les chemins qui sont en mémoire comme devshm ou en créer, en enlevant, si on avait vraiment besoin, des options comme exécuter, device ou SUID. Donc, vous pouvez avoir un scratch file en mémoire tout petit pour vos configs dynamiquement, mais sur lequel vous ne pouvez pas exécuter votre config, juste la lire. Ce qui est une bonne approche. Donc, si quelqu'un défonce votre container, il n'y a pas de situation où il se met à écrire des binaires dans tous les sens et l'exécuter facilement. Même chose, si vous roulez Nginx, dont les logs sont envoyés par le réseau à votre système central de logs, il n'y a pas de raison qu'il y ait du bandwidth de I/O sur le disque pour écrire à 100 MB/s. Vous pouvez le limiter, vous pouvez faire des tests, peut-être lui laisser un petit peu de bits par seconde, ça se peut qu'il essaie d'écrire et ça pourrait bloquer, mais ça n'a pas de sens qu'il puisse aller très rapidement là-dessus. Plus classiquement, il y avait dans les systèmes Linux, il y a les ulimit. Donc, le nombre de fichiers ouverts dans une application, le nombre de lightweight threads, donc de process que vous pouvez rouler. À nouveau, dans votre container, si vous roulez, je reste sur les exemples des reverse proxies, parce que c'est plus facile à sécuriser, mais si vous voulez un Apache ou un Nginx qui prend 1, 2, 3, 4 threads, ça n'a pas de sens donc oui, je disais, je vais faire le fil avec l'alcool. Ça n'a pas de sens que le Nginx prenne, par exemple, 12 threads alors qu'on lui a dit qu'il y en avait juste 4. Si quelqu'un défonce votre Nginx parce qu'il y a un 0D et qu'il se met à forker dans tous les sens, ben ça devrait un petit peu le limiter aussi. C'est une des approches. On va parler de choses plus concrètes après. On arrive justement au namespace. Les namespaces, c'est ce qui permet vraiment le cœur de Docker de fonctionner. C'est à nouveau une fonctionnalité du noyau qui permet d'isoler vraiment un espace de nom pour une certaine ressource noyau. Par exemple, les audits, les C-groups dont on a parlé tantôt, les interprocess communication, les mount points, donc chacun peut avoir une vision personnelle du file system, un peu comme les CHU dans le temps. La stack réseau, donc chacun a son ATH0 à lui qui est configuré comme il veut, vraiment indépendamment. Les PID, si tu fais PS, tu vas juste voir les processus dans ton container qui sont sous l'arbre de processus initial de la VM. Par exemple, tu aurais une init qui partirait un container, puis là, au niveau du container, tu vois juste ce qu'il y a en dessous, tu ne vois pas ce qu'il y a au-dessus. Les logs, les user ID, puis les hostnames, etc.
Il y a une option qui est intéressante, mais qui en pratique n'est pas super utile. Je vous explique pourquoi. Le User NS Remap, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez dire au noyau maintenant depuis quelques versions, mes users dans mon container ne sont pas mappés au niveau du noyau à mes users dans la VM en amont. Ça veut dire que si jamais il y avait un escape du container, votre root qui a ID 0 dans le container ne se ramasse pas ID 0 sur le hôte. Il se ramasse ID 100 000. Fait que tu te ramasses comme nobody. Tu vas devoir répéter le container, a priori, tu vas falloir trouver autre chose pour escalader. Le problème avec ça, c'est que c'est incompatible avec du network container sharing, parce qu'on peut share des namespaces entre différents containers. C'est un use case qui n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et c'est incompatible avec le read-only file system. Et malheureusement, c'est une option qui est au niveau daemon et non par container. Ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est généralement incompatible avec au moins un de vos containers et donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais si vous pouvez, faites-le. L'autre chose à savoir, le namespace n'est pas encore étendu à toutes les ressources noyaux. Donc, les security modules, les keyrings, les buffers, genre des MESG pour voir si la machine a comme hardware, des fois les /proxies, etc. Si vous utilisez les keyrings du noyau pour stocker vos clés, par exemple pour Linux ou autre, ben, s'ils sont accessibles au niveau du container, c'est pas génial si quelqu'un peut liquer ça. Donc, dépend de votre use case. Et au cours des années, donc, il y a eu beaucoup trop de sécurité dans les namespaces avec tous les CVE qu'il y a eu. Donc, ça s'améliore beaucoup, c'est rendu quand même assez solide. Je n'ai pas vu de grosses failles cette année majeures, mais sachez que ce n'est pas une couverture complète. C'est une isolation, ça ressemble à une VM, mais ce n'est pas une VM. Maintenant, les capabilities. Ça, c'est une façon vraiment intéressante et simple de limiter les accès de votre application à des fonctionnalités noyaux. C'est intéressant, mais un peu inégal. On a par exemple des fonctionnalités vraiment granulaires, du genre mconode. Ben, tu peux faire un device, tu peux dire je peux créer des devices dans mon arborescence de container. Mais on a des capabilities comme sysadmin, qui veut dire pas mal tes routes, puis tu fais ce que tu veux sur plein de choses. Fait que c'est pas égal. J'ai une petite liste à droite de choses qui sont par défaut activées, qui ne sont pas toujours pertinentes d'avoir. Donc, ce que je suggère, c'est généralement de faire du whitelisting. Donc, vous pouvez faire cap drop all. Donc, là, vous n'avez aucun droit, et même en root, vous êtes comme un usager très, très simple. Et ensuite, vous rajoutez ce dont vous avez besoin. Typiquement, par exemple, un Nginx qui n'arriverait pas à rouler initialement en user, vous lui donnerez cette UID, cette GID, pour qu'il puisse faire un changement de user vers un user moins privilégié. Vous pouvez aussi faire au niveau file system avec cette cap. Donc, vous pourrez, au niveau du Dockerfile, quand vous créez un container, vous pouvez utiliser la commande pour simplement changer le droit d'un binaire. C'est comme un SUID, mais beaucoup plus limité. Donc, au lieu de dire, un mconode, il est SUID, mais si jamais il y a un 0D dedans, ben, la personne peut tout faire, ben, là, elle peut juste faire des mconodes avec. Ça peut être dangereux, mais c'est moins dangereux que sysadmin. Puis donc, comme je disais, les capacités par défaut sont inadéquates, donc vraiment, je vous recommande de jeter un œil à ça. Plus complexe, les Secure Computing, donc SecComp. Ça, c'est l'idée des capabilities, mais ramenées au niveau de chacun des syscalls du noyau. Le noyau a à peu près 400 syscalls. Donc, à chaque fois que vous faites un open, un read, je ne sais pas quoi, un socket, ça appelle le noyau. Ce que ça permet de faire, qui est vraiment, vraiment puissant, c'est de dire, ben, mon application, elle peut lire etc password avec open, pas write, puis seulement ce chemin-là, et that's it, si elle fait autre chose, tu l'as. C'est le fun, en théorie. En pratique, une application, c'est compliqué. Ça va vous prendre un profilage. Donc, il y a des outils qui existent. J'en aime quelques-uns, ou simplement un petit one-liner bash qui vous fait une liste ordonnée de nombre de syscalls qui ont été faits par nombre. Et avec ça, vous pouvez faire donc une liste, un whitelist des seccomp, un profil seccomp des syscalls requis. Et donc, vraiment limiter les dangers de l'application une fois compromise. C'est pas facile, c'est pas amusant, ça va être error prone, puis il va falloir recommencer plusieurs fois, mais si vous y arrivez, ça limite beaucoup de problèmes, puis ça pourrait éventuellement limiter des dangers du genre Dirty Cow qu'on a vu récemment. Si votre application n'a pas besoin je ne sais pas mapper dans les mémoire, je ne sais plus comment l'exploit fonctionnait, mais bon, bref, si ça évite de faire ça, elle a beau être défoncée, elle ne pourra pas aller exploiter le noyau en dessous, parce qu'à nouveau, si votre noyau n'est pas à jour, ça, c'est une façon de mitiger possiblement un de ces genres de problèmes-là, parce que sinon,
Même les file system read-only, il y a du monde qui démontrait qu'avec Dirty Car, il arrivait à écrire en user sur un file system read-only. Parce que le noyau il est foncé, c'est fini, c'est game over. Il y a une autre option intéressante, No New Privileges, c'est super récent les noyaux Linux. Ça fait que dans votre aire de processus, normalement, quand vous êtes en shell, par exemple, vous faites sudo, bien, votre process, il fork un autre process qui se ramasse avec une capacité plus forte, plus haute. Vous pouvez faire ça. Fait que votre process, c'est pas qu'il est user, il ne peut pas gagner des capabilities, il ne peut pas remonter à devenir sysadmin, il est juste là. Fait que c'est juste en amont pour avoir un autre process, mais lui, il ne peut pas forker quoi que ce soit de plus élevé, il ne peut pas utiliser des SUID, il ne peut pas rien faire. C'est généralement le cas d'une application normale de serveur, donc il n'y a pas de raison de lui donner ces droits-là de faire un sudo. Bon, vos containers sont à peu près sécurisés. Vous avez mis en place toutes les choses possibles, tous les layers. Ça reste que c'est des containers qui sont mis ensemble en réseau. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils soient ordonnés. Il n'y a pas de raison, parce qu'on a des containers sur une machine, de se dire « Ah, ben le réseau est rendu flat. Plus besoin de faire des n-tier. » Non, non. Vous faites quand même des n-tier, vous mettez vos reverse proxy, votre applicatif, vos bases de données, peu importe. Puis vous pouvez dire à Docker vraiment « Créez-moi des réseaux, voici mes pages d'adresse, puis voici mon container dans quel sous-réseau au pluriel il a accès. » Donc, proxy accès en 1, mon applicatif accès en proxy et dans la base de données, etc. Ça fait que si vous faites quand même défoncer, bien, si votre layering est la chose qui bloque la personne pour accéder à votre database en arrière, bien, c'est une bonne chose. Donc, il y a moyen de dire aussi vraiment de limiter le intercontainer communication avec des flags du daemon Docker, genre ICC false, link. Il y a une chose à savoir aussi qui est intéressante, IP forward, qui n'est pas très bien documenté, mais le point que je veux amener, c'est que Docker, c'est une technologie très récente, puis leur équipe est en train de croître vraiment vite, et leur notion de sécurité est très dépendante de à qui vous parlez, parce que leur communication interne n'est clairement pas encore rodée. Ça veut dire que quand tu leur rapportes que si je suis sur le réseau local d'une machine qui roule Docker, sur laquelle je sais que par défaut, Docker roule sur 172.16. quelque chose, puis que moi je dis, ben, add route vers la machine pour ce sous-réseau-là, ben moi, comme intrus dans le réseau, je peux sauter le hôte et rentrer directement à votre back-end de DB. Puis ça, pour eux, Docker, ils disent, ah, ben nous, on gère les containers dynamiquement, mais bon, le firewall, c'est à vous de le gérer, mais c'est dynamique, puis le daemon est le mieux placé pour le faire. Donc, tant qu'on n'aura pas de plugin pour ça ou d'amélioration, mettez des firewalls, parce que n'importe qui a accès au réseau local peut possiblement jumper à travers toute votre n-tier que vous venez de faire. Donc, c'est important de dire, si ça vient du réseau externe, de ma carte réseau externe, ça parle à mes front-ends, mais ça ne parle pas à rien d'autre. Autre chose à savoir, classiquement, quand on déclare des ports bindés publiquement, genre 443 pour mon reverse proxy, Docker spawnait un proxy userland qui faisait juste binder sur un port puis l'envoyer au container. C'est lourd et inefficace pour plusieurs raisons. Et depuis, on peut dire userland proxy égale false. Par défaut, c'est à on encore, je pense, parce que legacy. Mais ça utilise iptables, qui est beaucoup plus efficace, rapide et testé. Donc, il n'y a aucune raison de prendre 10 mecs de RAM à chaque fois que vous ouvrez un port juste parce qu'il y a une application qui se fait lancer. Et évidemment, bien, comme je le disais, utilisez vos iptables et vos traffic shapers en fonction de vos besoins à l'intérieur même de Docker. Traitez vraiment le réseau Docker comme un réseau de VM classique ou même de serveurs physiques. Il n'y a pas de raison d'enlever la sécurité que vous connaissez et que vous savez, que vous avez utilisé depuis 20 ans. Donc, continuez vraiment avec ça. Depuis 1.12, je prends un petit gorgée d'eau, on a Docker Swarm. Docker Swarm était vraiment, on avait Docker Swarm avant, mais depuis 1.12, c'est, disons, utilisable. Avant, il fallait lancer un container qui roulait console pour gérer le key value store. Il fallait faire un paquet de config un peu pénible. Maintenant, c'est Docker init, Docker join. Il vous donne un token, c'est réglé. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il gère automatiquement la multi-auth TLS. Donc, il va automatiquement authentifier les nodes manager et worker entre eux. Il va faire de la rotation automatique de clés avec un TLS, AES, GCM, TLS 1.2. Toutes les 12 heures par défaut. Je pense que vous pouvez le ramener aux demi-heures si vous êtes vraiment psychopathe, là, mais ça ne sert à rien. Une chose qui, par contre, qu'ils ne disent pas, c'est que ça, c'est pour les clés du gossip/RAF protocole de coordination de Docker, qui est leur façon de gérer les tâches distribuées. Ça ne gère pas les overlay network. Votre réseau Docker de Inter que vous avez monté, si vous le partagez sur deux machines,
entre deux machines, c'est du VXLAN pas encrypté. Donc, à moins de faire l'option -O encrypted, qui va à nouveau mettre des clés AES correctement et blablabla, à moins de faire ça, votre réseau de contrôle est encrypté, mais votre réseau de data ne l'est pas. Dépendant de votre use case, ça peut être important d'y penser. A priori, je recommanderais d'activer tout le temps, mais vous ayez un problème de performance majeur, là, mais ça devrait être par défaut, ça devrait désactiver, je pense, seulement en cas de problème de performance et de justification à haut niveau. Malgré tout ça, si vous avez des microservices qui parlent à travers un swarm, arrangez-vous pour avoir un système d'authentification par-dessus tout ça. C'est facile d'oublier l'overlay network encrypté, c'est facile de faire beaucoup de choses, de se faire personnifier. Donc, arrangez-vous pour avoir un PKI ou peu importe au niveau des microservices pour qu'entre eux, vraiment, ils soient authentifiés de manière sécuritaire, au-delà de ce que Docker peut offrir. Ça change beaucoup Docker, c'est toujours bon de se garder une espèce de petite gêne de surintégration. Là. Et ce qui est à venir pour les prochaines versions 1.13 en montant, le Docker Compose Bundle. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'actuellement, Docker, on peut dire Docker run une image des options Go à bras. C'est long. Vous avez 30 microservices, vous ne le ferez pas comme ça. Vous pourriez le scripter, ce que les gens faisaient au début, mais ça aussi, c'est long. Ils ont créé Docker Compose. Docker Compose, c'est un fichier qui dit tel container, il y a tel nom, il roule dans tel réseau, voici toutes mes options de sécurité, tralala, go. Ça marchait bien sur une machine. Maintenant qu'on est rendu dans Swarm, il crée un nouveau format qui passe des YAML à JSON. Je ne sais pas pourquoi. Hipster Tech. Ça va faire que vous pourrez décrire un ensemble d'applications, par exemple votre Nginx, votre applicatif, puis votre base de données ensemble, et dire, ben, fais-moi un bundle, prends ce bundle-là, roule-le sur le swarm Node 28, go, ou genre les 20 swarms suivants, ou etc. Le gros problème avec ça actuellement, j'espère que ça va être réglé dans 1.13, c'est que leur traduction du Docker Compose actuel, qui supporte pas mal toutes les options de sécurité dont je vous ai parlé depuis le début, ne supporte aucune des options de sécurité dont je vous parle depuis le début. Donc, le swarm actuellement, c'est le fun théoriquement. C'est pas le fun pratiquement parce que ça implique rouler des containers qui n'ont plus aucune limite de cgroup, de namespace, de capabilities, de seccomp, limite, il n'y a plus rien qui marche. C'est une technologie preview, c'est probablement normal pour l'instant. J'espère qu'en 1.13, ils vont avoir supporté une bonne majorité de ceux-là à suivre les prochaines semaines. Mais c'est ça la situation actuelle. Donc, un peu pour résumer, il y avait jadis une option qui s'appelait Privileged, au début de Docker, ça il y a 2 ans, très longtemps, qui permettait de rouler tout en root facilement dans un container. Ça n'a aucun sens d'utiliser ça aujourd'hui. Si vous voyez encore des vieux manuels qui vous disent d'utiliser ça, effacez-les, faites quelque chose, je ne sais pas, appelez-les, mais il y a des solutions granulaires qui existent, comme on a vu, il y a plein de choses que vous pouvez faire dépendant de votre besoin, que ce soit des limites de DOS, des limites d'accès, des limites d'exploit, mais pas ça. Roulez vos processus dans vos containers comme user, pas comme root, c'est assez facile à faire, mais juste éviter de simplement donner un accès facile au container complet. Ça ne permet pas de skipper forcément, mais ça peut l'aider. Donc, utilisez au maximum toutes les features qu'on a vues. Il y en a plein qui sont incompatibles, Docker ça bouge vite, c'est pas parfait, mais c'est quand même une couche au-dessus de ce qu'on pouvait faire classiquement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le talk ce matin sur les configurations dans Linux. C'est une bonne base, mais avec ça, on peut quand même si c'est un peu tout croche, c'est un gain de sécurité majeur de namespace, de limiter, de mettre dans des cgroups, etc., par rapport à une application classique qui roulerait sur le host. Et là, si ça défoncé, c'est plus rapidement game over. Et c'est pas une raison non plus avec tout ça pour dire je vais configurer mon Nginx tout croche. Votre sécurité applicative demeure, là, fait que c'est pas. N'oubliez pas de mettre des bons mots de passe, de changer vos defaults, etc. Ça s'arrête pas là. Il y a plusieurs outils, là, je laisse ça comme ça, je mettrai ça en ligne, mais il y a Docker Bench Security qui est intéressant à aller voir. Ça donne vraiment une liste, je ne sais plus, de 400 lignes de checkbox, ça vous l'avez fait, si c'est moitié fait, ça devrait être mieux fait. Ça vaut la peine, ça conteneur, ça prend une commande à rouler, ça vous donne le résultat en 10 secondes, c'est vraiment efficace. Il y a des seccomp profilers, des outils pour faire des profils app armor. Donc, il y a plein d'outils qui commencent à apparaître. Il y a plein d'autres références de conférences qui sont intéressantes. Et je prends les questions. Merci. Questions?
Docker Swarm, ça serait quelque chose d'intéressant. En tout cas, si justement un point sort, ça serait quelque chose d'intéressant à voir justement en production une fois que c'est là. Parce que, tu sais, de ce que j'ai vu, moi, je sais qu'il y avait des problèmes d'échange de clés entre les différents nodes, et puis ça finissait par faire des connexions, des trucs comme ça. Présentement, ça ne me semblait pas utilisable. Puis, tu sais, dans le fond, il y a l'article intéressant, It's the Future, où est-ce que justement, il y a comme plein d'outils qui se ramassent. Tu penses que si tu utilises juste Docker, finalement, tu touches à un peu de tout. Dans le fond, par rapport à ça, est-ce que finalement, Docker Swarm serait une solution qui permet d'utiliser seulement Docker? Ou est-ce qu'on va être dépendant quand même encore de toutes sortes de trucs, peut-être comme Kubernetes ou je ne sais pas si. OK, il y a deux questions là-dedans. Docker Swarm actuellement est effectivement pas mal brisé. J'ai frappé le bug moi-même, puis effectivement, les nodes se connectent très mal. Genre, je vois la répartition des IP sur deux nodes quand je pars, mettons 10 containers, il y en a 5 puis 5, mais ils ne se voient pas. Fait que ça sert à rien d'avoir un service qui se casse si mes réseaux n'existent pas. Donc, il y a des problèmes comme ça en ce moment. Ça devrait se régler. C'est un bug technique, ils sont en train de gosser là-dessus. Après ça, ta préférence en termes d'orchestrateur, vraiment, est-ce que tu veux prendre du Kubernetes, du Mesos, du Docker? Ça dépend de ton scale, de ton besoin. Moi, je pense, mon intuition, c'est que pour des besoins plus réduits, Docker Swarm risque d'amener assez rapidement une solution efficace avec pas mal moins d'efforts que d'autres. Je dis ça dans le temps Kubernetes 1.4 qui vient de sortir, a intégré la même idée de Docker Swarm init, join avec des tokens vraiment simples, 2 commandes. Fait qu'il reste à voir, c'est un peu une guerre à la simplicité en ce moment, je pense, puis à la part de marché, puis au mindshare, mais oui, je pense que ça va être une option viable. Ce n'est pas forcément la seule, puis il y a aussi d'autres alternatives. Il y a Rocket, qui ne sont pas forcément encore tout à fait matures non plus, mais qui ont plein d'idées vraiment, vraiment intéressantes, sont mieux, des fois, je trouve, layerées en termes de technologie. Docker intègre beaucoup, ça devient, les gens blaguent un peu, mais ils disent que c'est le monolithe des microservices. Donc, c'est un des choses à regarder, mais oui, je pense que c'est une solution viable. Bientôt. Autre question? Non? Ben, ah oui? On peut revenir.